Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous avez accès à cette émission particulière, on va le dire comme ça. Merci à vous tous qui nous rejoignez. Beaucoup de réactions évidemment ce matin. On comprend, le signal est coupé. Merci Ousté qui dit bonjour Lamine, je n'arrive pas à écouter les grandes gueules, le signal est coupé. Cette autre réaction, qu'est-ce qui ne va pas avec votre fréquence? Il y a un problème de réception. Oui, tout simplement, on est victime ce matin. On va dire la fréquence est piratée. Voilà, on va rester toujours avec ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir. Le temps pour Dr Ousmane Kaba de s'installer évidemment dans ce studio, il faut le rappeler. L'actualité c'est aussi politique. Bakary le dit très bien ce matin. La Guinée, c'est aussi une crise post-communale 2018 dont le pays peine à sortir alors qu'il doit affronter donc d'importants rendez-vous électoraux déterminants pour son devenir démocratique dans le moyen terme. C'est dans ce contexte qu'intervient l'expiration du mandat de la législature en place depuis 2013. Pour renouveler donc son parlement, la Guinée cherche à se doter d'un nouvel organe de gestion des élections conformément à une récente loi promulguée par le chef de l'État. L'heure est à la composition donc de cette institution censée donc organiser les élections législatives dans le courant de cette année 2019. Et comment appréhende-t-il ce contexte sociopolitique marqué donc par l'incertitude et des crises à répétition? Quel impact de ces tensions sur le développement économique du pays? Nous essayons de comprendre ce matin. Vous le voyez à l'écran, Dr Ousmane Kaba, il faut le rappeler, il est député, président du parti PADES. Dans un instant, nous allons l'interroger dans cette émission Les Grandes Gueules. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui s'alarment ce matin à dire que le signal est coupé, mais bon, ceux qui nous écoutent évidemment sur le bouquet Canal+, là ça passe. Dr Ousmane Kaba avec nous dans ce studio. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Voilà. Docteur. Bonjour. Oui, docteur, vous n'allez pas forcément, vous n'allez pas échapper à l'actualité. L'actualité, c'est cette grève qui perdure dans le secteur de l'éducation, et on espérait en sortir hier avec un protocole d'accord qui était annoncé, qui était sous les bras, mais finalement ça a capoté à la dernière minute à cause du fait que le Souma l'a révélé ici, que le gouvernement voulait mettre dans l'accord que les syndicalistes ne devraient pas enclencher des grèves au moment des examens nationaux. Comment vous suivez toute cette actualité liée à la grève et quelles leçons, quel enseignement peut-on en tirer pour le secteur de l'éducation dans notre pays? Écoutez, moi je suis désolé parce que j'espérais que la grève prendrait fin pour la simple raison que l'éducation c'est la pierre angulaire du développement d'un pays. Oui. On ne peut pas s'amuser avec ça. Ça ne devrait pas être un sujet politicien. Ouais. La Guinée déjà c'est l'un des pays, je le dis toujours, qui n'accorde pas beaucoup de priorité à l'éducation, puisque nous y consacrons que 13% de notre budget, oui. Quand les pays qui nous entourent, qui sont comparables, consacrent entre 35 et 40% du budget. C'est extraordinairement bas. Déjà, s'amuser avec ça, je pense que c'est irresponsable. Donc moi, je suis de ceux qui poussent pour qu'il y ait vraiment un accord rapidement pour éviter l'année blanche. Vous savez ce que ça veut dire? Moi, je suis enseignant. Je suis très près des programmes qui sont enseignés chaque année. Quand les programmes ne sont pas terminés, c'est une catastrophe. C'est comme construire une maison avec des briques qui manquent. Voilà ce que ça fait. Donc la maison ne peut pas être solide. Bien, allez-y madame Miro. Non, mais ce qui étonne le plus, c'est surtout le fait que les enseignants ne demandent pas qu'on vote un nouveau budget. Ils demandent à ce qu'il y ait, par exemple, une sorte d'épuration du fichier des enseignants fictifs qui existent, et ces montants seraient reversés sur les salaires. Comment comprenez-vous que cela puisse créer des problèmes pour juste empêcher la signature de ce protocole d'accord? En réalité, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, puisqu'il n'y a pas d'effort supplémentaire qui est demandé au budget. C'est faire le nettoyage du fichier et revaloriser les salaires à concurrence des montants récupérés, si je comprends bien. Si c'est cela, je ne vois pas en quoi cela peut-être qu'il y a une nuance. Peut-être qu'il y a une nuance à apporter, parce que ce que le gouvernement refuse de faire, c'est de le verser sur le salaire de base. Et vous savez, le salaire de base implique nécessairement des réaménagements sur le salaire net à l'arrivée.
Est-ce que ce n'est pas cela que le gouvernement craint, que ça puisse justement avoir pour implication qu'il y ait des efforts supplémentaires à faire pour compléter le salaire des enseignants? Écoutez, moi, je n'en sais rien. Si j'avais le texte devant moi, je me serais prononcé. Et vous savez que nous, on n'aime pas commenter des commentaires. Il y a aussi que qui parle d'assainissement du fichier parle donc de lutte contre la fraude, contre les fictifs. Et quand on parle de fictifs, vous savez que c'est une sorte de pathologie de notre système éducatif. Quand on prend les trois départements, on a comme l'impression, et cela sur base bien entendu de documents, qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout être privées de ce, entre guillemets, de ce gombo-là qu'ils utilisent depuis des années. Est-ce que vous avez pu sentir cela au niveau des différents départements que ces fictifs sont entretenus par des personnes bien placées et qui ne souhaitent pas du tout qu'il y ait changement depuis des années, bien entendu? Écoutez, si vous voulez mon expérience, je vais vous dire ça. Oui. En Guinée, le gros problème que nous avons depuis les années 80, c'est que nous cherchons très souvent à apurer les fictifs de la fonction publique, de l'éducation et de tous les secteurs. Oui. Le gros problème, il est où? C'est que personne n'a jamais été sanctionné. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les fictifs, on se contente de couper l'argent illégal qui sortait. Ouais. Mais aucune responsabilité n'est située, aucune sanction. Ce qui veut dire, en termes, si j'étais à l'université, j'allais te parler des jeux. En termes de jeu, c'est un jeu à risque nul. Oui. Quand vous avez un jeu à risque nul, ça veut dire que vous avez tout intérêt à fabriquer des fictifs. Parce que si on vous prend, simplement on vous enlève l'argent, vous n'êtes pas sanctionné. Donc vous ne pouvez que gagner ou ne pas perdre. C'est catastrophique pour un pays. Voilà. Donc c'est un éternel recommencement. Le problème, si on fait le contrôle des effectifs, il faut savoir qui prenait cet argent, qui. Et il faut sanctionner celui qui prenait cet argent. Comme ça dissuade de nouvelles personnes de rentrer dans ce jeu-là. Mais quand vous avez un jeu où il n'y a pas de risque, mon cher ami, c'est un éternel recommencement. C'est ce qui explique qu'on fait ce travail depuis 30 ans. Chaque fois que l'on appure, quelques années après, ça devient encore plus sale qu'avant. Ouais. Plus globalement, il y a la façon dont cette grève a été gérée. Vous avez suivi la fermeté qui a été affichée par le Premier ministre jusqu'au bout. Le chef de l'État aussi qui s'est prononcé sur cette grève dès le départ, qui a qualifié les revendications du syndicat des libres des enseignants de Guinée de revendications fantaisistes. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est cette approche, cette façon de gérer la façon de gérer cette crise au niveau des deux plus hauts dirigeants de l'exécutif, que c'est cette approche donc qui a radicalisé les enseignants? Et comment vous jugez la gestion de la crise au niveau de l'État, au sommet de l'État? Écoutez, n'étant pas impliqué dans cette négociation, je ne me permettrai pas de faire des jugements hâtifs. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a des tensions sociales, il faut s'asseoir autour de la table. Surtout que ces sanctions sont autour d'un problème majeur de notre pays, qui est l'éducation. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Je pense que le gouvernement aurait dû avoir une approche beaucoup plus souple pour trouver une solution rapidement et non aller vers une année blanche. On va faire, docteur, réagir maintenant sur nous allons aborder le volet politique. Il y a que le cas de l'Assemblée nationale est un cas qui pointe à l'horizon. Nous avons appris que le président a écrit à la Cour constitutionnelle pour proroger le mandat des députés. Et même s'il y a quelques contradictions entre nos différents textes de loi, mais c'est bien clair que les députés quand même doivent prendre la porte entre guillemets à la fin, d'ici la fin donc de ce mois de janvier normalement, et qu'on doit s'atteler donc à l'organisation des élections législatives. Alors, comment vous voyez cela? Est-ce que, même si c'est une démarche légale d'écrit à la Cour constitutionnelle, est-ce que, en tant que politicien, ça ne peut pas être aussi une ouverture, une brèche par rapport à toutes sortes de modifications ou de velléités tendant à tordre le cou à tel article ou tel autre article de notre Constitution? Écoutez, je pense que chacun de nous est face à ses responsabilités et face au pays. Les députés ont été élus en 2013 sur un mandat de 5 ans. Ce mandat arrive à expiration le 13 janvier 2019. Question.
est-ce que le 13 janvier 2019 n'était pas prévu? Il était prévu depuis le premier jour. Ouais. Voilà. Donc, le peuple nous a donné un mandat. Le mandat a expiré. J'estime qu'il est de notre devoir de rendre le tablier parce que nous ne sommes pas les seuls Guinéens. Nous ne sommes pas les seuls capables en Guinée. Il faut aider la démocratie. Il faut approfondir cette démocratie et chacun a sa responsabilité. Mais le problème est peut-être au-delà de cela. Parce qu'à titre personnel, c'est une chose. Mais le gouvernement n'a pas daigné organiser d'élections. Le gouvernement, le président de la République a écrit à la Cour constitutionnelle, est-ce que oui ou non vous seriez favorable à cette prorogation, continuer à exercer, d'ailleurs légalement, comme député de la République? Non. La réponse est très simple. J'estime que nous avons eu un mandat et que ce mandat est expiré et que nous devons redonner au peuple de Guinée la souveraineté de désigner d'autres députés à travers des élections constitutionnelles. Je rappelle, en ce qui me concerne, que j'ai été député par la volonté des populations de Kankan, que je remercie d'ailleurs pour la confiance qui m'a été placée. Les 24 villages du Baté s'étaient réunis et ont imposé ma candidature au RPG Arc-en-Ciel, dont l'appareil ne voulait même pas que je sois sur la liste des députés. Donc c'est les populations de Kankan, donc les populations de la Guinée, qui m'ont mandaté comme député. Aujourd'hui, nous avons atteint le terme de ce mandat. Moi, Dr Ousmane Kaba, je considère que c'est mon devoir de me retirer et de dire au peuple souverain de Guinée, élisez d'autres députés parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Voilà. Bien. Docteur Ousmane Kaba, il faut le rappeler, un député, président du parti PADES, notre invité ce matin. Allez-y, madame. Qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement? Vous annoncez qu'à partir du 13, vous ne resterez plus à l'Assemblée, vous ne siégerez plus à l'Assemblée, vous allez vous retirer. À supposer que d'autres personnes se retirent et qu'il y ait une partie à l'Assemblée, à quoi devrait-on s'attendre? Quelle image notre pays renverrait par rapport à cette actualité? De l'autre côté, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir ces élections législatives? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on les organise en 2019? Mais je ne vois pas pourquoi ce n'est pas possible. D'abord, dans le budget, cette année, il y a 350 milliards. La CENI a présenté des prévisions de 536 milliards. D'abord, si c'était la priorité du gouvernement, on aurait dû financer le budget de la CENI. Même si ce n'est pas le cas, on peut trouver les compléments de financement. Oui. Donc, c'est une question de volonté politique. Il n'y a aucune raison qu'on n'organise pas des élections législatives à cette échéance. Vous me parlez comme si 2019 n'était pas prévu dans le calendrier. Mais si. Quand même. Les grandes gueules. On le dit parce que maintenant, il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a qu'un signe qui dit que oui, on va avoir ces élections. Je pense, madame, que chaque être humain a une responsabilité. Ouais. Les grandes gueules. C'est notre rôle d'aider notre pays à assurer l'alternance. Déjà au niveau des députés, si nous ne sommes pas capables de prendre position et de le faire, est-ce que demain nous avons la latitude de reprocher aux autres, à l'autre branche du pouvoir, de ne pas respecter les calendriers? Alors, Moussaïro pose une très très bonne question. Vous n'y avez pas encore répondu. Supposez, et c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus plausible, supposez que là-bas, du côté de la Cour constitutionnelle, on proroge votre mandat. J'ai déjà entendu d'autres députés qui ont dit non, je ne siégerai pas. Mais le fait sera là. Damor a dit que lui, il renoncerait à son traitement. Écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec Damaro. C'est quoi les conséquences? Moi, ma question finalement, est-ce que vous avez pensé, par exemple, aux conséquences sur la démocratie d'avoir une Assemblée nationale monocolore? C'est là la question que nous posons ce matin. D'abord, c'est une très bonne question. Mais il n'y aura pas d'assemblée monocolore. Une assemblée monocolore n'est pas une assemblée nationale. Si nous n'apportons pas notre caution, je pense que le pays trouvera la solution. La solution, elle est simple. Elle est dans la Constitution. Il faut faire une nouvelle élection. Maintenant, si à un moment donné, je pense que chaque Guinéen est devant ses propres responsabilités. Nous ne sommes pas toujours comptables de ce que font les autres, mais nous sommes comptables de notre propre comportement. Ouais. Voilà. Omar Mariko, du côté du Mali, a été clair. Amené, docteur, à être précis sur une question sur laquelle il avait commencé à se prononcer. Vous avez dit en ce qui vous concerne,
on rappelait le cas de la prise de position de l'honorable Amadou Damaro Camara, qui a dit avoir déjà écrit au président Kory Kondiano pour renoncer à un quelconque traitement si le mandat du Parlement venait à être prorogé. Vous, en ce qui vous concerne, d'un côté, est-ce que vous allez siéger si ce scénario venait à se produire? Est-ce que vous allez siéger, vous allez continuer à siéger si le mandat du Parlement était prorogé? Et deuxièmement, est-ce que vous allez continuer à recevoir vos traitements? C'est une très bonne question. D'abord, je t'ai dit tout à l'heure que je partage pour une fois l'avis de l'honorable Damaro. Je pense que c'est une escroquerie à la nation. Se faire payer pour un travail qui n'est pas fait n'est pas normal. Mais vous serez en train de travailler. Si votre mandat est prorogé pour 6 mois, ce serait du travail quand même, c'est pas du bénévolat. Et ce n'est pas parce que vous allez boycotter que l'Assemblée nationale ne fonctionnera pas. Vous allez boycotter que l'Assemblée nationale ne fonctionnera pas. Non, ça c'est l'autre risque que nous craignons. Tamba, je l'ai dit tout à l'heure, aucun être humain n'est responsable de l'ensemble de la collectivité. Mais chacun d'entre nous individuellement est responsable de soi-même. Alors, moi, je renvoie la responsabilité à toute la génération des politiciens guinéens. Lorsqu'une situation est difficile, il faut retourner au fondamental. Le fondamental, c'est que ce pays nous a donné un mandat de député pour 5 ans. Le fondamental, c'est que les 5 années sont prévisibles dès le premier jour. Donc, ça arrive à expiration. Nous devons avoir le courage, l'honnêteté, de rendre au peuple de Guinée son mandat et de lui demander d'organiser des élections pour que le peuple puisse s'exprimer et envoyer une nouvelle Assemblée nationale. C'est ça qui est normal. Alors, la question... Maintenant, vous me parlez de loi, de légalité. C'est bien. Mais il faut toujours savoir qu'il peut y avoir opposition entre la légalité et la légitimité. C'est une prise d'opposition personnelle. Alors, non, mais je vais placer ma question à Bakar, forcément. Docteur, est-ce que vous pensez que ce blocage auquel nous assistons a été monté de toutes pièces, que ça a été sciemment fait par le pouvoir en place pour permettre à ce que votre mandat arrive à expiration et qu'on puisse faire cette sorte de rallonge et que plus tard, ça puisse compliquer la donne au niveau des élections générales? Écoute, la réponse est très très simple. Moi, je vous ai dit que je n'ai jamais été un politicien. Moi, je dis exactement la vérité. Est-ce qu'en 2013, 2019 était prévisible ou pas? Il ne faut pas utiliser la langue de bois. Ça a été sciemment fait. Mais ce qui est évidemment que c'est sciemment fait. Évidemment. Sur notre plan, parce qu'on va évoluer. Sur notre plan, le président... On dirait que 2019 est venu à je posais la question. Sur notre plan, Dr Ousmane Kaba, sur notre plan, le président Alpha Condé a bouclé une longue tournée récemment. Il était en Guinée forestière, en Haute-Guinée notamment, qui est le même fief que vous vous disputez, pour lancer des travaux des travaux d'infrastructures routières. Et il y a eu Kanka Mandjana, il y a eu Dabola Kouroussa, et du côté de la Guinée forestière, il y a le tronçon Guéguédou Kondé-Badou et la voirie urbaine, et des voiries urbaines d'un certain nombre de villes de la Moyenne Guinée et de la Guinée forestière. Comment vous regardez ce chantier qui a été ouvert, le président de la République? Vous avez organisé une conférence de presse à Kanka, si je me souviens, au cours de laquelle vous avez dit que ces projets n'avaient pas de financement entièrement bouclé. Du regard d'économistes, d'experts en économie, quel regard vous portez sur ces travaux routiers, sur ces chantiers qui ont été à nouveau, pour certains, lancés par le président de la République? Je crois qu'il faut faire la part des choses pour que le débat soit très simple et compréhensible à tout le monde. Oui. Le président de la République a le droit d'aller partout en Guinée comme n'importe quel Guinéen. Première chose. Deuxièmement, lorsqu'on parle de projet, nous avons l'habitude de voir un projet et son financement. Il y a eu des projets qui ont des financements. À Conakry, la voirie urbaine a un financement chinois. La route Koya Dabola a un financement chinois que nous avons passé à l'Assemblée nationale. D'accord? Donc c'est très clair, ce sont des projets qui vont se faire. Par contre, il y a des projets dont les financements ne sont pas identifiés.
Si vous prenez la route Kankan-Mandiana, je ne vois pas de financement. Et ce n'est pas la première fois qu'on pose cette première pierre. Kankan-Kissidou, c'est la même chose. Je vais vous dire, les gens sont frustrés puisque depuis 8 ans, dans toute la Haute-Guinée, il n'y a pas 50 km de route goudronnée. Je vous lance le défi. Montrez-moi 50 km de route goudronnée. Il n'y en a pas. Ça fait des années que je me bats parce qu'il y a des secteurs où il y a eu du progrès. L'énergie, il y a eu du progrès, il faut le reconnaître. Mais je me bats depuis plusieurs années qu'on fasse des micro-barrages et en forêt et en Haute-Guinée. Ça ne coûte que 300 millions en moyenne. Impossible. Et tu as 60% de la Guinée qui est hors électricité. Comment est-ce qu'on va développer le secteur agricole dans ces conditions? Le financement de ces chantiers viendra d'où, oui. Ce qui m'a fait rire, c'est que souvent on pose des premières pierres pour des projets qui n'ont aucun financement et dont on a posé la première pierre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc il y a un gros problème de crédibilité. Je vous ai dit, derrière ma maison, il y a eu la première usine solaire qui a été posée en 2015 à Karfamouria pour allumer la ville de Kankan. Malheureusement, le Chinois est mort. Il va falloir ressusciter le Chinois. Bien. Mais ça veut dire simplement qu'il n'y avait pas de financement. Les grandes gueules. Alors, je les ai appelés les premières pierres électorales. Non, mais moi, je ne comprends pas. Comment peut-on comprendre? Parce qu'il faudrait bien entendu avoir vu le projet. Comment peut-on comprendre qu'on parte lancer des activités, que le président de la République lance des projets sans qu'il n'y ait un financement pour continuer les travaux? Comment peut-on, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer cela, parce que quand même, le président de la République, normalement, est en fin de mandat. Comment voulez-vous que moi j'explique les actes de quelqu'un d'autre? Posez-lui la question. Non, mais vous avez dit, certainement, vous êtes intéressé au dossier parce que vous dites qu'il n'y a pas de financement. Vous avez dû voir le projet. Je suis un expert. Ouais. Ça, c'est mon boulot. Je pense que les choses sont claires. Oui, mais quand on met un projet, là-dessus, tout de même, docteur, il faut nuancer, docteur. Quand il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'exécution de projet. Oui, mais là-dessus, parce que on s'est renseigné auprès du ministère des Travaux publics. Il y a par exemple Dabola Kouroussa. Dabola Kouroussa, c'est de l'eau donc confiée à des consortiums différents. Le financement est de la Banque islamique de développement. Ça, c'est des sources proches du ministère des Travaux publics. Du côté de Gekedou, de Gekedou Konembadou, c'est plutôt, je crois que c'est l'Union européenne ou la Banque islamique. En tout cas, ce sont des institutions. L'Union européenne a financé juste une partie. Donc l'autre partie, c'est la Banque islamique de développement. Koya Forekaria Farmouria, c'est la Banque africaine de développement. Donc au niveau du ministère des Travaux publics, on est surpris de savoir que vous ne reconnaissiez pas que des financements ont été identifiés pour ces projets. Est-ce que vous m'avez écouté? Bien sûr. Non, pas du tout. Les grandes gueules. Qu'il y a des projets qui sont financés et qu'il y a des projets qui ne sont pas financés. Oui, je suis en train de vous parler. J'ai pris 3 lots importants dans ces travaux. Attendez, je suis en train de vous parler des projets qui ne sont pas financés. Puisque vous voulez discuter de projets avec moi. Oui, vous parlez de quel projet alors? Si vous permettez. Vous parlez de quel tronçon? Non, mais je vous ai Les grandes gueules. Kankan, Mandiana, ce n'est pas financé. Je vous ai parlé de Kankan, Kissidou, ce n'est pas financé. Je vous ai parlé de l'usine solaire qui n'est pas financée. Voilà. Maintenant. On ne parle pas de Kankan Kissidou dans les travaux qui ont été relancés par le chef de l'État. On ne parle pas de Kankan Kissidou. Mais attendez là. Attendez. Mais plutôt. Ce sont des travaux. On est en train de parler de. Oui, je sais. Ça a été lancé et ça n'a pas été exécuté. Je sais, Moussa. Oui, exactement. Je sais. Voilà. Cette fois-ci, ça n'a pas été relancé comme Kankan Mandiana. Écoutez, Diallo, on veut faire la polémique ou mais on veut comprendre? Non, pas du tout. Bon, alors, si on veut comprendre, moi je vous dis ceci. Ce n'est pas acceptable de poser les premières pierres des projets qui n'ont pas de financement. On en a fait dans le passé, on continue à le faire. Ceci dit, prenons même un projet qui est financé. Je vous donne un exemple trivial. Le projet du pont entre Kerouani et... Non, Banankoro. C'est un projet qui est financé il y a plus de 3 ans par la BADEA. Mais pourquoi le projet n'est pas exécuté? Parce que les procédures de passation de marché public ne sont jamais respectées. Quand c'est le cas, le décaissement n'a pas lieu. Les grandes gueules. Et nous utilisons un terme générique qui consiste à dire que la capacité d'absorption d'un pays est faible.
c'est que derrière, les bailleurs de fonds peuvent bien dégager un financement, mais les procédures de passation de marché dans la transparence n'étant pas respectées, le bailleur de fonds refuse de décaisser. Bien. Donc vous avez des projets comme ce pont-là, entre Kerouane et Banankoro, qui est financé depuis 3 ans, mais qui n'a pas commencé. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de problèmes qu'il faut sérier. Un, il y a des projets financés, nous applaudissons des deux mains. C'est le cas de la voirie urbaine de Conakry, c'est le cas de la route, etc., qui va à Dabola. Deux, il y a des projets qui sont financés et qui ne sont pas exécutés parce que les marchés ne sont pas correctement passés. Trois, il y a des projets qui sont là, qui n'ont aucun financement identifié. Ce sont ces dernières catégories de projets qui posent des problèmes de crédibilité. C'est très simple. Bien. Bien. Allez, on va évoluer parce qu'on a d'autres invités évidemment derrière avec nous. On parlera cinéma dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.